Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir, une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur Football Manager. J'essaie de me diversifier un peu, je suis un grand passionné de foot et ça me faisait plaisir, pourquoi pas, de faire des petits articles, des petits dossiers sur des événements dans le football. Et donc là, comme vous avez pu voir, on va parler d'un sujet qui est d'actualité, la Super League européenne. Donc on va un peu voir dans cette vidéo comment est né ce projet déjà, à quand remontent un peu les premières traces écrites d'un tel projet et quels sont les acteurs qui viennent un peu s'immiscer dans ce projet et qui veulent transformer un peu le football européen qui est en énorme changement, notamment avec le Covid qui l'a accéléré. Et on va voir comment la FIFA et l'UEFA a décidé de répondre face à cette entente entre grands clubs européens. Aujourd'hui, le foot est malheureusement pour moi devenu un peu plus du business que du sport et notamment avec la pandémie qui a accéléré un peu tout ça. Mais on va voir qu'avec ce projet de Super League européenne, c'est vraiment intéressant d'aller voir les petits détails qui se cachent derrière et les petits acteurs. On va voir qu'en 2019 par exemple, il y a eu des petits trucs, donc c'est assez intéressant et c'est intéressant de comprendre parce que vraiment le football, on est en pleine évolution et on est vraiment, je pense, dans un tournant de ce sport. Sur cette année-là, ce qui va se passer, je pense, va impacter sur les 10 prochaines années le foot. Donc très important de comprendre un peu ce qui nous entoure, nous qui sommes passionnés de football. Donc déjà, d'où part cette folie médiatique? On remonte en octobre où Bartomeu, qui est l'ancien président du FC Barcelone, qui, lors de sa conférence de presse de démission, annonce qu'il avait annoncé au comité et que le comité du Barça avait accepté un tel projet de Super League européenne. Et il annonce ça tranquillou en petite conférence de presse lors de sa démission pour mettre un bon coup un peu dans le football européen. Et il dit que voilà, le comité du Barça était prêt à accepter un tel projet. Et là, la presse mondiale s'emballe suite à cette conférence de presse parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas juste une idée, mais qu'on est vraiment sur un véritable projet qui a été proposé et qui est prêt à être mis en place. Mais d'où naît ce projet ? En 2018, on a Football Leaks qui nous révèle un mail envoyé en décembre 2015 à des dirigeants du Real Madrid où on voit un certain Charlie Stilitano qui est le directeur exécutif de Relevant Sport. Vous savez, c'est la société qui organise l'International Champions Cup les étés avec les plus grands clubs européens qui regroupe à chaque fois, c'est aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie, et qui se fait pas mal d'argent avec cette petite National Cup et qui donne aussi pas mal d'argent à ces clubs européens qui participent à ça, qui permet un peu de développer leur marketing à l'international. Et donc Football Leaks nous révèle ce mail de décembre 2015 où on voit Relevant Sport qui mentionne un tel projet à des dirigeants du Real Madrid. Et dans la même année, The Sun évoque même qu'il y aurait eu des discussions entre des grands clubs anglais et notamment Relevant Sport. Et on a un porte-parole d'Arsenal qui vient démentir un peu cette réunion, mais en fait non, il concède qu'il y a bien eu une réunion entre Relevant Sport et des dirigeants du football anglais, mais il dément et il affirme qu'aucun acteur lors de cette réunion n'était pour changer l'environnement de la Première Ligue et notamment l'environnement européen avec la création du tel Super League européenne. Le plan en 2018 d'après Mediapart qui a publié un mail envoyé au Real Madrid par Capital Partners qui date du 22 octobre 2018, on y retrouve les 11 fondateurs, notamment le Real Madrid, le Barça et l'Atlético. En Angleterre, on va retrouver Manchester United, Liverpool, Arsenal, City et Chelsea. En France, on retrouve que le PSG dans ce mail-là. Après, on retrouve le Bayern, la Juve, le Milan et c'est à peu près tout. Donc on retrouve ces 11 fondateurs qui se garantissent, d'après le mail, 20 ans dans cette Super League européenne. Donc là, ils sont tranquillous, ils se mettent 20 ans assurés de participer à une telle compétition. Et afin de respecter le droit européen à la concurrence, 5 autres clubs européens étaient invités, mais c'était interchangeable d'année en année. Mais ça, c'est une formule qui ne voit pas le jour parce que d'après les clubs qui ont été sondés d'un tel projet, les clubs n'étaient pas très chauds. Donc c'est un projet qui, on va dire, se met un peu en stand-by. Mais en 2019, on a mon petit Florentino Pérez, que vous connaissez tous, qui est le président du Real Madrid, qui a envie de prendre les choses en main. D'après le New York Times en 2019, Florentino Pérez aurait négocié, et là c'est intéressant, avec la FIFA et notamment la CVC, qui est une société d'investissement. Et là c'est un peu la première fois où on voit le nom de la FIFA qui vient s'immiscer un peu dans les négos. Donc c'est intéressant un peu à voir où ça mène. Et d'après le New York Times, ce serait un projet qui aurait pour but de voir le jour en 2024. Et cette proposition n'aurait pas été trop du goût de Alexander Ceferin, qui est le président de l'UEFA. Et il y voit vraiment une menace pour lui. Parce que cette compétition européenne, on va pas se mentir, c'est pour concurrencer la Ligue des Champions qui, pour ces gros clubs, n'est pas assez rémunératrice. Et il publie en décembre 2019 sur les réseaux « J'ai lu des choses sur ce plan totalement fou. Si je comprends bien, l'idée vient d'un seul président de club et d'un dirigeant du football mondial. Difficile de trouver une idée plus égoïste. Cela tuerait le foot, cela profiterait seulement à quelques personnes. » Donc là, vraiment, on voit l'UEFA qui est aussi un peu en guerre contre la FIFA. Faut pas croire que l'UEFA et la FIFA, ils sont très potes. Même si ça découle de la FIFA, ils sont vraiment pas... voilà, ils essayent chacun de leur côté de faire un maximum de blé. Et là, on voit que d'après Ceferin, il y aurait quand même un membre de la FIFA qui aurait vraiment participé et ça confirme l'article du New York Times. Un peu bizarre déjà de voir que la FIFA, elle commence à vraiment s'immiscer dans ces discussions. Et Florentino, il a toujours pas envie de s'arrêter là. Il annonce lors de l'Assemblée Générale du Real Madrid qui a lieu en décembre 2020 que voilà, il va falloir faire face à ce Covid qui a impacté fortement le Real Madrid. Il a déjà baissé énormément le budget pour l'année 2020-2021 et il affirme
que le Covid oblige un nouvel élan, notamment pour les clubs européens, mais notamment pour le Real Madrid. Et sans citer, il fait référence à cette Super Ligue européenne dans le comité où il dit que le Real Madrid doit en faire partie. Mais où on en est en 2020? Quel est le format un peu de cette Super League? Est-ce qu'il a vraiment évolué? Alors par rapport à 2019, pas de ouf. Il y a toujours 20 équipes qui va être regroupé en 2 poules de championnat et après ce championnat on va retrouver un Final 8 un peu comme on a retrouvé cet été avec le nouveau format de la Ligue des Champions qui a été obligé à cause du Covid, et on retrouverait sur ces 20 équipes 15 équipes plutôt qui seraient fondatrices, c'est-à-dire qu'on retrouverait d'année en année, et 5 un peu équipes qui seraient invitées chaque année basées sur leur performance au niveau des championnats nationaux. Suite un peu à ce déferlement on va dire médiatique, cette Super Ligue européenne depuis l'intervention de Bartomeu lors de sa petite conférence de presse, comment a réagi un peu la FIFA, et pas mal d'acteurs demandaient à la FIFA de réagir face à un tel projet et de venir imposer un peu son avis, son opinion sur cette Super Ligue européenne, et la FIFA a décidé de mettre un gros coup de pression début 2021 comme vous avez pu voir, où je cite, ils ont mis un communiqué qui dit « Tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition se verrait par conséquent interdit de participer à toute compétition organisée par la FIFA ou les confédérations. » Et ce coup de pression, il a un peu refroidi tout le monde, parce qu'on sait l'importance qu'a la Coupe du Monde pour plein de nations du football, l'importance que ça a dans l'économie, dans le bonheur de sa population. Gagner une Coupe du Monde, ça a vraiment des répercussions sur l'année ou les 2 ans même après la victoire en Coupe du Monde. Donc voilà, donc ça a vraiment mis un gros froid. Mais c'est un peu bizarre quand même ce coup de pression, alors qu'on sait qu'en 2019, ils avaient participé un peu, la FIFA, là on parle de la FIFA, à des négociations pour cette Super Ligue européenne. Et d'après Sky Sports, en 2020, la FIFA serait même encore à l'origine de ces énièmes propositions de Super Ligue européenne, donc c'est un peu contradictoire. Et d'après même Sky Sports, la FIFA aurait demandé à JP Morgan de trouver 6 milliards de dollars pour pouvoir investir et développer cette compétition. Donc c'est vraiment intéressant de voir que, ok, à côté de ça, on met un petit coup de pression avec ces confédérations qui leur ont demandé sûrement à la FIFA de faire un communiqué pour imposer et être contre cette Super Ligue européenne, pour protéger notamment l'UEFA. Mais on voit que la FIFA, à côté de ça, ils étaient un peu, voilà, pas tout blanc quand même. Et on a même le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui accuse le président de la FIFA, Gianni Infantino, d'avoir participé à ces discussions. Donc voilà, on voit que la FIFA, quand même, ils étaient un peu dans la négo, donc c'est un peu intéressant tout ça. Mais est-ce que c'est légal de la part de la FIFA et de ses confédérations de venir interdire les joueurs? Est-ce que déjà là-dessus, ils ont le droit de venir interdire à de telles compétitions? Et c'est un peu compliqué, c'est un peu fragile au niveau du droit, mais on a un cas qui est un peu similaire, notamment, vous l'avez peut-être vu, 2 patineurs qui ont été interdits par la Fédération internationale de patinage de participer à des Jeux Olympiques, par exemple, parce qu'ils avaient participé à une compétition privée. Et en décembre 2020, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui a confirmé la décision de la Commission européenne qui avait du coup donné raison à ces 2 patineurs qui contestaient le fait de leur interdire de participer aux Jeux Olympiques à cause de la participation dans une compétition privée. Mais bref, du coup on voit que c'est un peu fragile de venir peut-être interdire les joueurs de participer à une telle compétition, mais après la FIFA a aussi des arguments, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se protéger notamment au niveau du calendrier parce que cette Super Ligue européenne va empiéter sur leur Ligue des Champions. Ce sera des arguments si jamais ça va au tribunal qui peuvent être utilisés pour la FIFA. Mais bon, on va pas se mentir, la FIFA et l'UEFA qui viennent dire que ça tuerait le foot et qu'on part vraiment d'un foot business, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce qu'on sait que la FIFA et l'UEFA essaient d'organiser toujours plus de compétitions pour être toujours plus rentables, notamment avec la Coupe du Monde des clubs revisitée, où Gianni Infantino, c'est vraiment son projet, il a envie de faire une Coupe du Monde des clubs beaucoup plus grande, avec notamment 24 clubs au lieu de 7 actuellement, qui regroupent plusieurs clubs européens et du monde entier sur une compétition beaucoup plus longue. Et ce nouveau format devait avoir lieu cet été déjà en 2021, mais à cause du Covid qui a repoussé l'Euro 2020 à cet été, il a décidé de le repousser son petit projet. Et on a pu retrouver l'édition 2020 qui a eu lieu au Qatar où le Bayern en a ressorti vainqueur. Et la prochaine édition aura encore lieu avec 7 équipes au Japon en décembre 2021. Et après cette édition au Japon, on va voir la FIFA qui va vouloir imposer son nouveau format avec 24 clubs pour la rendre encore plus rentable, parce qu'il y aura plus de matchs avec plus de clubs européens, et on sait que c'est les clubs européens qui rapportent les droits télé. Et on a l'UEFA qui, à côté de ça, a créé une 3e compétition européenne, donc toujours plus, qui va avoir lieu en 2021-2022, donc on va pouvoir déjà la voir l'année prochaine. Et cette compétition ressemble beaucoup à l'Europa League et à la Ligue des Champions avec 32 équipes, mais qui là, aucune de ces 32 équipes seront qualifiées directement. Elles devront passer obligatoirement par des tours préliminaires et un barrage un peu comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Et il y aura 2 types de voies, la voie des championnats, et on aura la voie de ceux qui perdent les barrages et les tours préliminaires, notamment en Ligue des Champions et en Europa League, qui se verront reversés dans cette 3e Coupe d'Europe. Donc voilà encore une 3e compétition européenne pour se faire encore plus d'argent pour l'UEFA et pour essayer de rendre leur modèle économique toujours plus d'argent quoi. Mais donc du coup c'est une compétition européenne qui va être destinée notamment aux petits championnats européens qui sont un peu délaissés sur la Ligue Europa et la Ligue des Champions, parce que c'est dur pour eux d'être représentés dans ces compétitions là, et on va pouvoir leur donner leur chance de se qualifier pour une compétition européenne. Donc qui ne rêve pas à mon avis un petit club en Ukraine qui n'a jamais eu de chance de pouvoir se qualifier en Ligue des Champions, hormis s'il finissait premier et qu'il faisait une saison de malade, et pourquoi pas ne quand même jouer une compétition européenne. Donc ça sera assez fou pour eux, et donc ça c'est un vrai point positif pour cette 3e compétition européenne,
européenne, c'est de regrouper des plus petites équipes avec des championnats européens un peu perdus qui ont moins de chances de jouer des compétitions européennes. Et aussi un autre point positif auquel on ne pense pas vraiment, mais c'est que ça va permettre de rendre la Ligue Europa, qui va passer de 48 équipes à 32 équipes. Donc ça va la rendre plus élitiste et pourquoi pas plus intéressante. Parce qu'on sait qu'actuellement la Ligue Europa, elle n'est pas très intéressante, les phases de groupe, hormis les supporters des clubs qui jouent dans cette compétition-là. Et on la suit qu'à partir des huitièmes ou des quarts de finale, où c'est seulement à partir de ce moment-là où on peut avoir des belles petites affiches qui peuvent être intéressantes pour des passionnés de foot et pas forcément des supporters de ces équipes-là. Bref, revenons à cette Super League européenne et comment ont réagi notamment les supporters de ces grands clubs européens. Et on peut voir que c'est une première, mais tous ces clubs de supporters de tous les championnats européens sont un peu liés et sont rassemblés autour d'une même cause parce qu'ils sont majoritairement contre cette Super League européenne et ils dénoncent dans un communiqué qui regroupe 139 groupes de supporters de clubs ou d'associations nationales issus de 16 pays européens. Donc ça c'est fou et c'est beau de voir des supporters de clubs rivaux notamment se lier contre une même cause. Et lors de ce communiqué, ils expliquent que cela détruirait le modèle européen du sport qui repose sur des principes communément acceptés tels que le mérite sportif, la promotion et la relégation, la qualification aux compétitions européennes grâce aux succès nationaux et la solidarité financière. Ils disent même que ce projet saperait également les fondements économiques du football européen en concentrant encore plus de richesses et de pouvoir entre les mains d'une douzaine de clubs d'élite, qui créerait un environnement plus inégalitaire, moins compétitif et en fin de compte non durable. Donc ça c'est un communiqué qui regroupe vraiment les principaux arguments des gens qui sont contre une telle Super Ligue européenne. Donc c'est intéressant de voir ça et de voir que ces supporters, vraiment même de grands clubs, qui verraient peut-être plus d'argent pour leur club et pourquoi pas de plus belles affiches, qui sont quand même contre cette Super Ligue européenne. Et ce qui nous amène à parler un peu des points positifs et négatifs de cette Super Ligue européenne. Le premier point, qui ne rêve pas d'avoir des grosses affiches chaque week-end? On aurait 10 grosses affiches qui regroupent les plus grands clubs européens. Ça serait vraiment fou de voir tous ces clubs jouer contre chaque semaine et avoir de grosses affiches avec un spectacle de très très haut niveau. Passionnés du football, on serait bien sûr attirés par de telles affiches. Mais parlons un peu de ce style de Super Ligue européenne qui se rapprocherait beaucoup de la NBA, qui est je crois la ligue sportive la plus rentable du monde entier. Et les fans de la NBA, je suis désolé, mais pour moi, j'ai vu quelques matchs, je suis pas un fan de NBA, mais les matchs en saison régulière, on va pas se mentir, j'ai l'impression que des fois c'est juste des échauffements. C'est-à-dire que les deux premiers cartons, t'as les deux équipes qui s'échauffent tranquillement, il n'y a pas vraiment une vraie intensité, il y a un vrai combat sur le terrain. Et c'est seulement si le match il est un peu serré que les deux équipes vont se dire bon vas-y, on va peut-être se mettre à jouer pour gagner le match. Mais si déjà au bout du deuxième carton il y a un écart de niveau, il y a un écart au niveau des points, on sent que le match il va se terminer comme ça, il n'y aura pas énormément de surprises. Après bien sûr c'est plutôt général, il y a toujours des matchs qui sont intéressants et des surprises qui peuvent être belles à voir. Mais c'est seulement à partir des playoffs qu'on suit vraiment la NBA ou à partir des playoffs là, il va y avoir des matchs où les gens ils vont se rentrer dedans et ça va être très très intéressant à suivre. Je pense vraiment que les matchs de Ligue des Champions sont toujours des beaux matchs avec toujours des rebondissements de fou. Enfin pour la majorité des matchs, on voit que dans les phases d'élimination directe, c'est incroyable, on n'a jamais un match qui est sûr de gagner. Une équipe qui gagne 4-0, elle peut se faire remonter, mais toutes les équipes, c'est ça qui est fou. Et on a toujours de l'enjeu et des matchs qui sont dingues au niveau du spectacle avec de l'intensité et du très très haut niveau. Et je pense qu'on a ce niveau-là dans ces matchs-là parce que les matchs sont rares et intraitables. On sait que les joueurs, pour eux, c'est un rêve de jouer avec des champions et que c'est une coupe européenne qui est intraitable. C'est-à-dire que tu fais un mauvais match, t'es éliminé, ciao, tu rentres chez toi, c'est fini pour toi, t'as attendu ça de jouer jusqu'en février, t'as passé les phases de poule, t'arrives en février, tu te fais éliminer, c'est fini, t'attends l'année d'après. Et c'est très très dur, et je pense que c'est ce qui fait cette dureté et cette rareté, que les joueurs se donnent à fond dans les matchs et qui donnent du spectacle à ces matchs-là. Or là, si on joue des matchs où on a 10 rencontres chaque week-end avec des grosses affiches européennes en championnat où en gros en fait le match le perds, c'est pas très grave parce que si t'en gagnes encore quelques-uns tu peux quand même te qualifier parce que beaucoup d'équipes se qualifient quand même avec ce système de play-off. Je pense que les joueurs vont mettre moins d'intensité dans les matchs et on risque de retrouver des matchs un peu plus faibles en intensité. Et le problème c'est qu'à différence du basket où on marque des points, où c'est un sport qui est de base déjà plus dynamique que le football, c'est à dire que si tu vois pas d'envie, pas de rythme dans les matchs de foot, on s'ennuie très très rapidement. Et je pense qu'il faut faire attention à pas faire un parallèle entre ces huitièmes de finale, ces quarts de finale de Ligue des Champions qui sont très intéressantes parce qu'il y a une rareté, parce qu'il y a une intensité, à dire non en fait c'est juste deux grosses équipes qui se jouent contre, donc faisons ça toute la saison et on aura toujours des matchs avec du spectacle de haut niveau. Je pense qu'il y a d'autres arguments qui viennent en compte et ce sentiment de rareté pour les joueurs qui vont se donner dans les matchs crée ce spectacle-là. Et s'il n'y a plus ce sentiment-là, j'ai peur que les joueurs se donnent pas autant et du coup que le match soit bien moins intéressant. Passons au deuxième argument qui est le plus important on va dire pour ces gros clubs européens, c'est l'argent. L'argent. On sait que c'est une compétition qui va pouvoir rapporter, pas mal d'articles parleraient de 4 milliards d'euros qui seraient redistribués entre ces différents clubs de cette Super Ligue européenne. Ce qui est énorme quand on sait qu'à côté de ça, on a l'UEFA qui arrive à en récolter 3,25 milliards d'euros, mais pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Super Coupe.
Et donc du coup ça fait beaucoup plus d'équipes où ces 3,25 milliards d'euros sont distribués. À titre de comparaison, c'est intéressant de voir qu'une équipe qui participerait à cette Super Ligue européenne toucherait environ 325 millions d'euros. Alors qu'à côté de ça, on a le PSG qui était l'équipe qui a touché le plus d'argent lors de l'édition précédente de la Ligue des Champions. Oui, plus que le Bayern, même si le Bayern a été vainqueur parce qu'ils ont des calculs un peu chelous au niveau notamment de la réputation et de ce que rapporte le club au niveau des droits télé. Et le PSG a touché quand même 135 millions d'euros. Donc on voit que c'est presque le triple que pourrait toucher une équipe comme le PSG qui est allé en finale. Donc déjà, il faut aller en finale, il faut passer tous les huitièmes, les quarts, les demi. Donc c'est que 2 équipes qui arrivent à aller en finale qui toucheraient déjà, rien qu'en participant à cette Super Ligue européenne, le triple d'une finale de Ligue des Champions. Donc c'est assez fou. Mais moi, une question que je me pose, c'est d'où viendrait cet argent? Ces clubs qui ont fait une étude, on va dire, de marché de droits télé qui pourrait se revendre à 4 milliards d'euros. Mais quand on voit Mediapro par exemple qui a surévalué, surestimé le championnat français et qui se retrouve dans la merde parce que ils ont surpayé un produit qui ne vaut pas autant. Alors pourquoi on serait pas dans ce même schéma là? C'est-à-dire qu'on surestimerait ces grosses affiches qui valeraient 4 milliards d'euros en droits télé. Et je pense qu'il faut faire un peu attention à cette surévaluation de cette Super Ligue européenne. Mais dans tous les cas, ça rapporterait énormément d'argent à ces gros clubs européens parce que ils sont déjà beaucoup moins, donc une part du gâteau qui sera plus conséquente au niveau du pourcentage. Et donc dans tous les cas, cet argent, comme en parlent les supporters dans le communiqué, ça créerait énormément d'inégalités entre les petits clubs de leurs championnats nationaux parce que si les droits télé paieront plus pour une Super Ligue européenne, automatiquement la Ligue française serait moins intéressante parce que le PSG alignerait peut-être une deuxième équipe en championnat de France, ce qui impacterait tous les petits clubs de championnat de France qui vivent notamment des droits télé. Donc voilà un peu pour moi les 2 principaux arguments qui sont revenus beaucoup dans les journaux et j'aimerais bien voir un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, ouvrez un peu le débat sur des points auxquels j'ai pas abordé, sur lesquels vous pensez, si vous êtes pour ou contre. Ça m'intéresse beaucoup, je lirai tous vos commentaires parce que c'est un débat, moi je trouve, qui est très très intéressant à voir parce qu'on est dans un tournant du football européen. Mais donc pourquoi on en parle autant, hormis malgré la déclaration de Bartomeu lors de cette conférence de presse de démission? Parce que tout simplement actuellement les clubs européens sont en pleine négociation avec l'UEFA sur le format de la Ligue des Champions et notamment les droits télé pour le cycle 2024-2027. Donc on voit que là il y a un gros enjeu pour ces gros clubs européens qui veulent toujours plus d'argent et sécuriser plus l'attribution à cette Ligue des Champions. Donc l'UEFA est vraiment poussé par ces grands clubs européens qui essayent de mettre un coup de pression avec cette Super Ligue européenne qui pousse l'UEFA à créer une compétition plus rentable pour ces gros clubs et aussi plus sécurisant. C'est-à-dire que des grands clubs européens qui seraient plus rassurés de participer plus facilement à cette Ligue des Champions qui leur garantit une certaine rémunération. Et comme vous avez pu voir sur ces derniers jours, l'UEFA a déjà préparé ce nouveau format de Ligue des Champions qu'elle va présenter en mars pour pourquoi pas le cycle 2024, mais pas mal de clubs qui seraient déjà intéressés par ce nouveau format aimeraient avancer ce nouveau format encore plus tôt, voire en 2022. Alors comment sera ce nouveau format de la Ligue des Champions? Déjà une Ligue des Champions qui passera de 32 à 36 équipes. Parlons de la France qui sera déjà le grand vainqueur puisque si on reste à la position actuelle au niveau de l'indice européen, on aura une nouvelle équipe qui se verra attribuer un ticket pour participer à la Ligue des Champions. Donc on passerait de 2 équipes plus une qui doit passer le barrage et les tours préliminaires à 3 équipes qualifiées directement plus une qui passerait toujours ce tour préliminaire avec un barrage. Mais quelle attribution a décidé l'UEFA pour les 3 autres tickets? Et c'est là que c'est intéressant. Pour déjà 2 tickets, il se verra attribuer aux plus grands clubs européens qui n'auront pas réussi à se qualifier à la Ligue des Champions. Donc c'est là où c'est intéressant pour ces grands clubs parce que même s'ils font une mauvaise saison dans leur championnat domestique, qui n'arrivent pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, s'ils ont quand même un très bon indice UEFA, ils se verront attribuer ce ticket pour la Ligue des Champions. Donc ça les rassure parce qu'ils savent qu'avec cette Ligue des Champions, ils ont quand même un minimum de revenus, donc ça garantit un peu leur budget et donc ça réduit un peu l'incertitude sportive parce qu'on sait que un grand club peut avoir quand même une saison catastrophique, ne pas pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions parce que ça impacterait sur de nombreuses années un manque de revenus tel qu'une saison en Ligue des Champions. Et ce dernier ticket se verra attribué à un club qui est champion dans son championnat, mais des championnats de deuxième zone qui ne sont pas directement qualifiés en Ligue des Champions, et donc celui qui a le plus grand indice UEFA européen se verra directement qualifié en Ligue des Champions. Donc voilà, je trouve que là, au niveau de l'attribution de ces nouveaux tickets, je trouve ça pas mal parce qu'on a 2 tickets pour des grands clubs qui sécurisent un peu ce revenu au niveau de la Ligue des Champions, mais quand même un ticket pour un petit championnat européen qui se verrait qualifié directement en Ligue des Champions. Donc il y aurait toujours un peu cette équité sportive où même un petit club qui devient champion d'un championnat européen de deuxième zone se verra peut-être, pourquoi pas, si elle a fait des bonnes prestations en Ligue Europa par exemple, et se qualifier directement en Ligue des Champions. Donc automatiquement ça donne aussi plus d'intérêt à cette Ligue Europa où par exemple des petits clubs vont pouvoir avoir le meilleur indice européen parce qu'ils se disent si jamais l'année d'après on est champion, on sait qu'on sera qualifié directement en Ligue des Champions. Et donc ça, je trouve que ça donne de l'intérêt sportif à ces petites équipes. Mais qu'en est-il de cette nouvelle formule de Ligue des Champions? Au lieu de ces 8 groupes qu'on retrouve en phase de poule actuellement, on verrait ici un mini-championnat. Mais là encore, toutes les équipes ne se joueront pas. Sinon, vous imaginez le délire, 36 équipes qui se jouent avec tous les matchs de championnat. Là, c'est beaucoup trop de matchs. Donc non, les équipes joueront chacune 10 matchs contre 10 équipes différentes. Donc on n'aura plus les matchs aller-retour qu'on retrouve en phase de poule aussi actuellement. Mais là encore, les rencontres ne seront pas au hasard. Il existera encore ce système de chapeaux, de 4 chapeaux qu'on connaît bien en Ligue des Champions.
donc c'est le même principe, c'est-à-dire que le chapeau 1 ça regroupe les équipes qui sont champions des plus gros championnats européens, et après sur le chapeau 2, 3, 4 sont répartis au niveau de l'indice UEFA. Donc si on prend l'exemple d'une équipe qui est dans le chapeau 1, elle se verra jouer contre 2 équipes du chapeau 1, 3 équipes du chapeau 2, 3 équipes du chapeau 3 et 2 équipes du chapeau 4. Donc là cette nouvelle formule donne quand même beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de grosses affiches. Donc on retrouve un peu ce système de Super League où on va retrouver quand même 5 belles affiches où on va pouvoir suivre dans ce mini championnat de Ligue des Champions. Après ce championnat, qu'en est-il? C'est-à-dire que les 8 premières équipes de ce championnat se verront qualifiées pour les 8e de finale. Donc oui, les 8e de finale et non les quarts de finale, parce qu'ils joueront du coup contre les équipes qui sont classées de la 9e à la 24e place, qui elles se disputeront une sorte de 16e de finale pour se qualifier aux 8e de finale. Après, à partir des 8e de finale, c'est du classique, comme la Ligue des Champions, match aller-retour, et jusqu'à la finale. Bref, pour conclure, moi ce que j'en pense de ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est que j'aime bien. J'aime bien, franchement j'aime bien parce que au niveau des phases de poule de la Ligue des Champions, on va pas se mentir, il y en a les 3 quarts qui sont déjà joués avant la dernière journée, et je trouve que les phases de poule de Ligue des Champions sont intéressantes, mais pas tous les matchs. Et il y en a que très peu de phases de poule où jusqu'au dernier match il va y avoir du suspense, il va y avoir de l'enjeu. On connaît déjà très rapidement les 2 premières équipes qui vont se qualifier, donc je trouve ça un peu dommage. Et je trouve que ce mini championnat permet d'avoir plus de grosses affiches, un peu dans le style de la Super League européenne, sans notamment en abuser avec des rencontres tous les week-ends que entre des grosses équipes. Donc on va quand même retrouver des petites équipes qui vont pouvoir jouer contre des grosses équipes. Donc ça j'aime bien. Et je trouve que c'est un bon compromis entre les gros clubs qui voulaient plus de sécurité pour participer à cette Ligue des Champions qui leur garantissent un minimum de revenus et la rendent aussi plus rentable. Parce qu'avec plus de matchs, la Ligue des Champions produira plus d'argent pour ces clubs-là. Et ça laisse toujours la possibilité aux petites équipes de participer à une telle Ligue des Champions, à se retrouver face aux plus grandes équipes européennes et pourquoi pas tenter leur chance comme a fait l'Ajax, comme a fait Monaco. Mais est-ce qu'au final, ce grand coup de com' autour de cette Super League européenne serait pas seulement pour mettre un énorme coup de pression, notamment sur l'UEFA, qui se verrait obligé de repenser ce format de Ligue des Champions pour la rendre plus rentable pour les gros clubs et aussi plus sécurisante? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Super League européenne, si vous êtes pour ou contre, et donnez-moi aussi des arguments, ça me fera très plaisir de vous lire. C'est un sujet qui m'intéresse énormément parce qu'on a beaucoup d'observateurs qui pensent que ce format-là de Super League européenne, il est inévitable. Et moi je pense pas, je pense que ce nouveau format de Ligue des Champions, il va vraiment répondre aux attentes des grands clubs européens sans pour autant négliger ces petits clubs européens. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à préparer une vidéo comme ça et à vous la présenter sur la chaîne. Ça me change un peu de Football Manager et comme on est des passionnés de foot, je trouvais ça intéressant de parler d'un sujet d'actualité qui va impacter énormément le football européen sur les années à venir. Moi j'ai d'autres idées en tout cas pour développer ce format de vidéo. Si vous en avez, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo des sujets d'actualité où vous aimeriez que je développe sur cette chaîne ou même des petites histoires qui sont très intéressantes dans le foot. Bref, en tout cas nous on se retrouve très bientôt avec la suite de la carrière avec Sunderland. Moi je vous dis à très bientôt et ciao.